Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Madame Marie-Agnès Petit, présidente du département de la Haute-Loire, qui représente Département de France. Madame Petit sera accompagnée de Monsieur Philippe Herscu, conseiller de Département de France en charge de l'aménagement du territoire, et de Madame Marilène Jouvien, responsable des relations avec le Parlement de Département de France, que le Sénat connaît bien. L'accompagne également Madame Karine Vincent, sa directrice de cabinet, ainsi que Monsieur Mathieu Freyssonnet-Pérard, son directeur de cabinet adjoint. Madame la Présidente, je vous remercie de vous être rendue disponible pour nous cet après-midi. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de Monsieur Devinas, notre président, que j'ai l'honneur de remplacer en tant que vice-présidence de cette mission d'information. Je rappelle que cette réunion donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo, accessible en direct sur le site du Sénat, pourra être consulté par la suite en VOD. Je précise par ailleurs que nos travaux ont commencé à la fin du mois d'avril et que le rapport de notre mission devrait être rendu public en septembre prochain. Aux auditions conduites au Sénat s'ajoutent des déplacements sur le terrain. Dès le début de cette mission d'information, nous avons souhaité inscrire nos réflexions sur l'accès aux services publics dans une dimension territoriale. Nous nous sommes donc adressés aux élus locaux que nous avons consultés sur le site du Sénat afin de connaître leur ressenti sur la situation des services publics dans leur territoire et, grâce à leurs témoignages, recueillir des exemples de bonnes pratiques susceptibles d'inspirer notre analyse et nos recommandations. Les élus qui nous ont répondu sont dans leur très grande majorité des élus du bloc municipal. L'audition de Département de France complétera donc utilement les informations reçues à l'occasion de notre consultation en ligne. Je donne sans plus tarder la parole à Nadège Havet, notre rapporteur, puis après l'intervention de Madame Petit, nous aurons ensemble un temps d'échange. Chers collègues. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Petit de vous être rendue disponible avec votre équipe pour venir parler au nom des départements de France. Comme l'a rappelé notre Présidente, la dimension territoriale en fait, de notre sujet est essentielle pour nous. Nous sommes convaincus que les collectivités territoriales, en tant que pourvoyeuses de services publics décisifs pour le quotidien de nos concitoyens, sont, par leur dynamisme et leur proximité des usagers, en mesure de mettre en place de bonnes pratiques qui pourront inspirer notre rapport. Madame la Présidente, nous avons besoin de connaître les améliorations spécifiques apportées par les départements aux services publics qu'ils gèrent et de prendre connaissance de bonnes pratiques en la matière qui pourraient être partagées avec la mission d'information sénatoriale pour améliorer l'accès aux services publics dans leur spectre large. Quelle évolution permettrait selon vous de simplifier la gestion des services publics départementaux et de faciliter l'accès des usagers à ces services? Je vous laisse la parole et on aura ensuite un autre temps d'échange. Je vous remercie. Madame la vice-présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pensé au département de France dans cette mission d'information qui est de faciliter l'accès aux services publics. Merci d'y avoir pensé parce que, quelque part, les départements, dans leurs compétences et dans leur mission, interviennent bien justement dans ces thématiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient territoriales. Mais j'ai envie de vous dire aussi que, de par leur intervention dans les domaines de la culture, du sport, de la petite enfance, de la santé, des services à domicile, ils contribuent eux aussi au développement de l'offre de services. D'ailleurs, un bon nombre de départements ont élaboré ce que nous appelons les SDASAP. Pour beaucoup de ces SDASAP, ils arrivent aujourd'hui à échéance. On verra de quelle manière les départements s'emparent à nouveau de cet outil qu'est le SDASAP pour regarder de quelle manière les services au public répondent à un enjeu, et à un vrai enjeu, de cohésion territoriale et aussi de cohésion sociale. Parce que je pense que l'enjeu, il est là, de la proximité de ces services publics. Alors, à travers les questions que vous m'avez posées, Madame la rapporteure, à l'instant, il y en a plusieurs, et notamment peut-être ce premier point, où en est-on aujourd'hui dans l'amélioration des services publics dans les départements? On peut se remémorer
cette histoire il y a ces quelques 10 ou 15 ans, au moment où les services ATESAT étaient présents dans chaque département et où ils ont disparu. Et tout naturellement, qu'ont fait les maires? Ils se sont retournés vers les départements pour aller chercher un appui. C'est d'ailleurs un rapport du Sénat qui a vraiment mis en évidence, je dirais, cet élan naturel des maires vers les départements pour aller chercher de l'ingénierie. Donc c'est l'ingénierie qui a été mise en place dans bon nombre de départements, et je crois qu'aujourd'hui on doit compter quelques 72 agences d'ingénierie départementale. Donc ça a été ces services publics qui ont été mis en place, et au vu effectivement de la fermeture de quelques services de trésorerie, de guichets bancaires, il n'y aurait rien à voir avec les services publics, il n'empêche que. Fermeture d'écoles. Et quand vous rajoutez en plus de ça, dans les territoires ruraux, commerce de proximité, oui, eh bien, nos populations se sentent abandonnées. Nos populations se sentent éloignées et elles ont ce sentiment d'éloignement que subissent surtout et que subissent vraiment les territoires ruraux. Nous avons bien vu d'ailleurs de quelle manière l'État, le gouvernement, ces dernières années, a souhaité inverser la tendance et aller vers les usagers avec la création de ces maisons France Service. On pourra y revenir d'ailleurs dans un instant si vous le souhaitez. Les maisons France Service sont l'outil au service des usagers qui permettent, avec l'ensemble des partenaires, CAF, CPAM, MS1, CARSAT, etc., d'apporter effectivement la réponse. Sauf que la réponse, elle est souvent apportée à travers ces nouvelles technologies qui, là, permettent de dire à certaines populations qu'elles se trouvent exclues avec ces nouvelles technologies. Et du coup, c'est tout le travail qui doit être fait sur l'inclusion numérique. Les services publics, ces dernières années, dans nos territoires, on parlait à l'instant des maisons France Service, mais c'est aussi cette problématique que nous avons bien vue et entendue, notamment dans le domaine de la santé. Pour la petite anecdote, en Haute-Loire, il y a quelques mois de ça, j'ai fait la tournée des maires, de tous les maires de la Haute-Loire à l'automne 2023. La première thématique qui est ressortie comme étant le souci des populations et des maires, c'est le domaine de la santé. Et attention de ne pas aller sacrifier quelques outils de proximité de santé, je pense aux EHPAD, je pense aux maisons de santé, quand il s'agirait de regarder que pour avoir une maison de santé ou pour avoir plutôt une maison de retraite qui puisse tourner, il faudrait avoir plus de 80 lits et dans ces territoires ruraux, on pourrait aller fermer les EHPAD qui soient inférieurs à 80 lits. Attention, si on en arrive à ça, ça ne sera plus des déserts médicaux qu'on aura, ça sera des déserts médico-sociaux qui viendront se rajouter aux déserts médicaux. La problématique de la santé est une vraie problématique. Quand nous pouvons évoquer les services publics, je pense aussi à tout ce qui relève de l'école. Et on a bien entendu, on a bien vu d'ailleurs, dans les zones rurales notamment, qu'en 10 ans, la ruralité a perdu 13% de ses élèves, quand les zones urbaines en ont perdu 3%. Nous savons aussi que la démographie est à la baisse et que le nombre d'enfants n'est plus au rendez-vous, donc baisse des élèves dans le primaire, dans les collèges, dans les lycées. Et pourtant, il sera bien de notre responsabilité de service public des uns et des autres d'avoir cette capacité de proposer encore une offre pédagogique auprès de nos enfants, où qu'ils soient, et notamment dans les territoires ruraux. Alors, j'aimerais bien qu'on arrête de cocher la case qui va bien par rapport à un nombre de gamins dans un nombre de classes ou d'un nombre de classes dans un collège. Et quand j'entends qu'au niveau national, nous pourrions nous dire qu'un collège en dessous de 120 élèves, il ferme, mais je peux vous dire, en Haute-Loire, on pourrait en fermer pratiquement 10. L'école, c'est l'enjeu de demain du service public. Et je pense même que le collège,
dans les départements, donc on peut parler des collèges, il faut placer le collège au cœur de la vie des territoires. Le collège, c'est l'outil d'aménagement du territoire. Ouvrons nos collèges, faisons sortir nos collégiens de leurs bâtiments. Et regardons comment optimiser, mutualiser avec la commune, avec la Comcom ou avec d'autres structures, les projets que nous pourrions mettre en place. Ce sera ça aussi, permettre le service au public. Un exemple très concret pour vous illustrer ça. Dans le département de la Haute-Loire, nous avons fait le diagnostic que nous avions 28 000 m² de bâtiments dans nos collèges qui sont disponibles. Je suis en train de regarder précisément dans un collège comment je peux laisser un bâtiment disponible à la commune pour y installer une maison de santé avec des professionnels de santé. C'est ça, de venir vers, d'aller vers nos usagers et de leur proposer ce service au public en faisant ensemble. C'est l'aller vers et c'est le faire ensemble qui me semble indispensable. Donc effectivement, service public avec la problématique de la santé, avec la problématique de l'école. On pourrait parler aussi de la problématique de la mobilité. La mobilité, que ce soit l'accessibilité routière ou encore l'accessibilité numérique, c'est quand même un sacré enjeu de service au public pour l'ensemble de nos populations et de nos usagers. Et permettez-moi peut-être d'insister un peu plus pour les territoires ruraux, parce que dans nos territoires ruraux, et nous sommes nombreux, les départements territoires ruraux, demain, comme aujourd'hui, nous avons encore besoin de notre voiture. Parce que la route, c'est la condition essentielle d'accès à l'emploi, d'accès à la formation. Elle fait partie de ces points essentiels qui figurent dans le cadre de vie souhaité et demandé par les habitants qui voudraient venir s'installer chez nous. Ça veut dire que je pense qu'il faut revoir le modèle économique de la route. Le modèle économique de la route, il est complètement à refonder, surtout au moment où les départements, et je ne vous l'apprends pas, sont dans ces difficultés financières très importantes. L'accessibilité, bien sûr, pour le rail, l'accessibilité aussi pour le numérique. Tout à l'heure, on parlait des maisons France Service avec la problématique de l'inclusion numérique. Faut-il encore avoir les bons tuyaux qui arrivent au bon endroit pour après regarder effectivement quels usages nous pouvons utiliser. Donc l'accessibilité numérique est aussi un enjeu. Donc je crois qu'on a aujourd'hui ces services au public avec ces points négatifs sur ces différentes thématiques que sont la santé, que sont l'école. On pourrait parler plus globalement aussi de l'enseignement général, avec l'accès notamment aux études supérieures dans les territoires ruraux. Enfin, nous, nos gamins, quand ils veulent faire des grandes écoles, c'est je pars à Lyon, je pars à Clermont. Ça veut dire que c'est des éloignements avec les problèmes de mobilité que nous pouvons avoir, et c'est aussi des coûts pour les familles en termes de logement. Ça peut être aussi, quand on parle de services publics ou au public, la problématique concernant la crise du logement, notamment le logement social. On entend tous les jours parler, notamment sur les radios. Ça, c'est la crise du logement est toujours très vive, notamment dans les zones où, bien sûr, le marché est tendu. Et pourtant, malgré ça, je crois que nous pouvons dire que le service au public, notamment avec les maisons France Service, a bien évolué. D'ailleurs, je crois qu'un sondage récent nous dit que 81% des Français sont satisfaits pour ce service public de l'école, quand 80% sont satisfaits pour l'hôpital, quand 78% sont satisfaits pour la gendarmerie, etc., etc. Forcément, ces appréciations, elles peuvent varier en fonction de l'âge des uns et des autres. En tout cas, il faut bien que nous regardions comment nous pouvons continuer de proposer ce service au public. Parce que quand même, au-delà de la satisfaction énoncée par les uns et les autres, il reste quand même, et ils nous le disent, nos usagers, vos dispositifs sont trop complexes. Nous devons nous adresser à plusieurs personnes. Nous devons envoyer les mêmes documents à plusieurs personnes. Beaucoup trop long. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on peut entendre quelquefois auprès de la CAF, auprès de la CPAM,
peut-être dans certains départements, comme ils l'ont dit, dans nos maisons départementales pour personnes en situation de handicap, où des fois les délais de traitement peuvent être un peu longs, ça varie de 3 mois à 6, 8 mois. En tout cas, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ces services au public que l'on peut davantage trouver aujourd'hui dans les maisons France Service, demain, ils risquent de poser un problème, pas tant les services, mais la pérennité de l'outil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'outil Maison France Service, il est financé à peu près à moitié par les collectivités. Les collectivités, au début, elles avaient 30 000 € par an. Je crois que ça a dû monter à 50 000 € par an. Quand on sait qu'une maison France Service coûte en gros 100 à 110 000 € par an, ce sont les collectivités qui financent quand même ce service qui est proposé au public. Et c'est pas rien. Et je crois qu'il faut le dire, il faudra regarder comment demain pérenniser, renforcer encore un peu ce système. Dire aussi que l'ensemble de ces services auxquels nous pourrions penser dans les différents territoires, et d'ailleurs quand les SDASAP ont commencé à être discutés, quand la loi NOTRe est arrivée, parce que là aussi, la loi NOTRe, découpage territorial, compétences diverses et variées pour les uns et les autres, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un peu de concurrence entre les territoires. Et quand l'ensemble des élus que nous sommes, notamment au niveau départemental, regardons comment créer cette cohésion sociale et cette cohésion territoriale, eh bien, la loi NOTRe ne nous a pas forcément aidés. Parce que, question de cohésion territoriale, de cohésion sociale, on voit bien quand même que l'échelon départemental est bien l'échelon peut-être le plus adapté pour justement trouver cette cohésion, cette collaboration de proximité à l'échelon départemental. Il n'empêche que, on a bien vu aussi que nous avions intérêt, avec ce que je disais tout à l'heure, de se aller vers et de se faire avec. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs beaucoup de départements avec les maisons France Service, où on a un seul bâtiment, un seul local. D'ailleurs, il pourrait y avoir la question, mais est-ce que demain, les services des départements ne pourraient pas être labellisés dans ces maisons France Service? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne question. La bonne question, surtout, c'est de se dire comment des équipes d'un département, de l'État, de la CARSAT, de France Travail, etc., ont cette volonté de travailler ensemble pour répondre à l'usager. Et puis y répondre à travers un guichet unique qui serait ce fil rouge qui permettrait d'aller chercher la réponse auprès des autres partenaires plutôt que l'usager, lui, fasse la démarche auprès des différents partenaires. C'est ça où il faut arriver demain, c'est à ce que l'on ait ce guichet unique qui permette d'être ce fil rouge auprès de l'usager. C'est ce que nous avons fait un peu d'ailleurs dans beaucoup de départements en créant nos maisons départementales de l'autonomie. Le guichet unique pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. C'est ce que nous avons fait dans beaucoup de départements en créant les maisons départementales de l'habitat. Alors là, attention, quand on parle de logement, je peux vous dire que c'est juste illisible. Personne n'y comprend rien. Ma prime rénov, etc. Information, formation juridique, financier, technique, les maisons départementales de l'habitat créées dans beaucoup de départements sont ce guichet unique et sont ce fil rouge qui permettent de répondre à l'usager. Mais je crois qu'il faut vraiment, demain, garder cette idée en tête pour permettre de répondre à l'usager, quitte en coulisses à ce que chacun, de par ses missions, aille chercher l'information et la réponse qui va bien. Regardez qu'en fait une demande de partir à la retraite. Tiens, je viens de le tester, moi, il y a quelques mois. Départ à la retraite, c'est impressionnant. Vous envoyez les mêmes documents à 4, 5, voire 6 structures différentes, organismes différents. Quand est-ce que demain, on en a un seul qui lui transmette ici ou là? C'est, pour faire écho à ces idées-là, c'est ce qu'ont mis beaucoup de départements avec ce dont je parlais tout à l'heure, les agences d'ingénierie. Les agences d'ingénierie qui ont été mises en place pour accompagner les communes et les COMCOM dans leurs projets, elles ont été chercher l'ensemble des partenaires potentiels
elles les ont mis autour de la table, et l'agence d'ingénierie est le guichet unique, il est le fil rouge auprès du maire, au président de la Comcom, pour l'accompagner dans son projet, quitte à aller chercher le professionnel qui va bien, parce que c'est de l'aménagement d'abord, parce que c'est de la création d'un équipement, etc., etc. C'est ça. Répondons à l'usager et regardons après, nous en coulisses, comment on peut faire avec nos services. Un exemple pour vous illustrer ça. Depuis le 1er janvier, tous les demandeurs d'emploi, tous les bénéficiaires de RSA sont à France Travail. Le gouvernement nous a demandé effectivement à ce que France Travail travaille bien sûr avec les départements. Je peux vous dire qu'en Haute-Loire, on n'a pas attendu qu'il y ait une loi France Travail qui arrive. Ça fait déjà des années que nous avons les équipes de France Travail, Pôle emploi, du département, qui avec des partenaires comme Cap Emploi, se mettent autour de la table toutes les semaines pour répondre à la petite jeune de 25 ans qui leur dit « Moi, cette fois-ci, les études, c'est terminé, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Le gamin de 18 ans, la maman de 35 ans, autant de cas différents pour lesquels les réponses sont là aussi différentes selon l'âge que vous avez. Vous ne serez peut-être pas le stagiaire de la formation professionnelle, vous serez peut-être demandeur d'emploi, etc., etc. Répondons à l'usager qui est en coulisses à avoir cette belle volonté d'aller chercher l'information et de l'apporter pour rassurer, pour sécuriser l'usager. En tout cas, cette réunion que j'ai eue pas plus tard que la semaine dernière, avec ces témoignages de cette jeune fille de 18 ans, avec le témoignage de cette chef d'entreprise, qui nous a démontré que quand vous avez ici ou là, sur le terrain et à proximité, l'ensemble des équipes qui n'ont que cette volonté de travailler et de répondre à l'usager, ça marche. Alors, on n'a pas besoin d'aller labelliser souvent des lois et des décrets, de regarder si on coche bien la case. Non, mais laissons le bon sens paysan, j'ai envie de dire, s'approprier nos équipes pour justement regarder comment elles peuvent travailler et répondre aux usagers. C'est ça. Retrouvons un petit peu de bon sens. Dans d'autres domaines, alors, côté du département, avec votre question, est-ce qu'il y a des améliorations spécifiques qui ont été apportées aux différents services publics qui sont gérés par les départements, hein. On parlait à l'instant de ces différentes initiatives qui sont mises en place avec les agences d'ingénierie, les maisons départementales de l'habitat, de l'autonomie. Je pense à un autre exemple aussi, parce qu'on l'a vu ça dans beaucoup de départements, les petites villes de demain. C'est pas que les petites villes de demain ont fleuri. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, comment on peut essayer de trouver un tant soit peu de sens pratique pour accompagner les maires dans le diagnostic qui était proposé? Nous, en Haute-Loire, par exemple, on a fait réseauter tous ces techniciens petites villes de demain, pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur commune ou dans leur Comcom, et au contraire, qu'ils puissent, de par leur échange d'informations et de formation, embarquer les maires dans des projets et là aussi faire partager tout ça. Mais voilà-t-il pas que Village d'Avenir est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait de Village d'Avenir? Alors quand vous avez déjà au niveau national 72 départements qui ont des agences d'ingénierie qui sont mis en place, ça aurait été juste un peu de bon sens que l'État nous dise à ce moment-là, bah, écoutez, nos agents Village d'Avenir, on va les mettre autour de votre table, là, dans vos agences d'ingénierie. C'est ça qu'il faut faire. Arrêtons de travailler chacun dans son couloir ou dans son silo. Nous sommes élus pour rendre service et pour être orientés aux usagers. N'oublions jamais ça. Et qu'on soit élu sur une commune, sur une Comcom, dans un département, dans une région, ou qu'on soit encore au niveau de l'État. D'ailleurs, j'aimerais bien que nous donnions encore un peu plus de responsabilité au préfet, que le préfet devienne un vrai patron dans son département, et non pas qu'il soit sans arrêt à aller questionner l'ADREAL, l'ADEME, l'ARS, etc., etc. Faisons en sorte de donner un peu plus de responsabilité au préfet. Tout ça démontre bien quand même que PVD, Village d'Avenir, Maison départementale de l'autonomie, agence d'ingénierie, démontrent que oui, l'échelon départemental, c'est bien celui qui est certainement le plus adapté pour favoriser cette cohésion sociale, pour favoriser cette cohésion territoriale. Alors après,
vous nous posez cette question, mais dans quel domaine de services publics départementaux les usagers expriment quelques besoins ou quelques points critiques? Ah ben là, je vais vous dire tout de suite. Le déneigement. Tout le monde veut que le chasse-neige passe devant sa maison dès le matin de bonne heure. Sauf que ce n'est pas possible. Donc la problématique du déneigement, la problématique, et j'en parlais tout à l'heure, de l'accessibilité routière et numérique. Et puis vous avez aussi cette complexité administrative dont nous parlions tout à l'heure avec plusieurs interlocuteurs qui demandent et qui nécessitent de répéter plusieurs fois l'envoi des mêmes documents. Alors, au vu de tout ça, au regard de tout ça, il ne faut pas baisser les bras. Mais je crois qu'il faut vraiment remettre l'usager au centre du dispositif et regarder comment avoir ce chef de file qui soit ce fil rouge et qui puisse accompagner l'usager dans son parcours. Du coup, l'usager aura un interlocuteur unique et du coup, la complexité administrative, elle sera traitée par les différents services et non pas par l'usager. Mais c'est aussi dans ces territoires de regarder comment peut-être l'échelon départemental peut être ce facilitateur pour faire en sorte que Maison France Service, France Travail, les maisons des solidarités des départements, les secrétaires de mairie puissent se retrouver à un moment donné pour encore plus coordonner, répondre, partager. C'est aussi, je crois, cette idée de dire il faut peut-être dorénavant, compte tenu de la problématique de la mobilité, d'aller vers. Les médicobus aujourd'hui illustrent cet aller vers. Les médicobus, vous avez les PMI-bus, vous avez les bibliobus. Bref, l'aller vers devient, je crois, un peu indispensable. Faut-il encore que les départements qui proposent cet aller vers aient les capacités financières, aujourd'hui et surtout demain, de pouvoir encore les assumer. Compte tenu des contraintes budgétaires que vous connaissez pour les départements, je ne suis pas sûre que demain, nous puissions encore faire des permanences de la maison de l'habitat, des permanences des maisons des solidarités, de l'inclusion numérique, parce qu'on sait bien qu'il y a une demande énorme en termes d'inclusion numérique, si on ne veut pas laisser trop les gens de côté. Donc voilà, ça peut être un véritable souci de regarder effectivement demain, au-delà de ces idées de se aller vers, est-ce que les départements auront encore cette capacité à se mobiliser pour faire cet accompagnement-là? Un vrai enjeu, les services au public, surtout dans les territoires ruraux. C'est de la cohésion territoriale, c'est de la cohésion sociale et c'est de l'attractivité pour nos territoires, quels qu'ils soient. Oh, j'arrête. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci pour la fraîcheur, parce que dans le Finistère, le déneigement, c'est pas une problématique. C'est un sujet. Donc, voilà. Donc, du coup, heureuse de voir que les problématiques peuvent être vraiment complètement différentes. Non, j'ai deux questions. Vous avez parlé des maisons de l'autonomie, maisons de l'habitat. Vous avez dit qu'il y avait des permanences. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser qu'est-ce qu'il y a derrière la maison de l'habitat et qu'est-ce que les gens peuvent venir demander? Et les permanences, elles s'organisent où? Dans des maisons de France Service avec lesquelles vous avez conventionné ou un peu partout, en fait, sur des locaux qui seraient à vous? Alors, la maison de l'habitat, vous pouvez y trouver déjà l'information basique qui vous dira « j'ai tel projet, est-ce que je peux avoir une subvention ?» D'accord? Vous allez trouver ensuite la personne qui va vous aider à faire votre dossier pour aller chercher la subvention. Vous allez pouvoir y trouver la personne qui va vous apporter des informations juridiques. Ah, je suis dans une résidence, là, on est plusieurs, et j'ai un conflit avec mon voisin parce que le mur est mitoyen, parce que le problème vraiment juridique, avec notamment les ADIL, les associations sur le logement. Nous allons faire des permanences, alors en Haute-Loire, mais je sais aussi que dans d'autres départements, ça se fait, soit dans les maisons France Service, soit dans les mairies, soit dans les locaux que nous pouvons trouver.
c'est aussi les équipes des maisons de l'habitat qui sont souvent présentes dans des salons. Salon de l'habitat, en Haute-Loire, on doit en avoir 2 ou 3. Bref, c'est l'aller vers avec la proximité auprès des usagers. Ça, c'est la maison départementale, les maisons départementales de l'habitat, c'est le logement. Logement d'ailleurs pour lesquels certains départements ont pris la délégation d'aide à la pierre. C'est le cas de la Haute-Loire. Depuis le 1er janvier 2021, nous sommes délégataires d'aide à la pierre. Ce n'est pas le cas de tous les départements. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, cette thématique de logement. Un, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même tendu, notamment dans le logement social. Et puis 2, c'est financièrement comment les départements qui aujourd'hui ont cette délégation d'aide à la pierre peuvent continuer à accompagner tout ça. Surtout au moment où la prime Rénov' est en train de faire une petite pause. Vous en entendez certainement parler. La maison départementale de l'autonomie, c'est chez nous, c'est l'ancienne MDPH, maison départementale personnes handicapées. Nous avons vraiment voulu, parce que c'était ce que nous entendions de la part des usagers, qui peuvent être et âgés et en même temps handicapés, et il fallait s'adresser à je ne sais combien de guichets. Dorénavant, nous avons un seul guichet, un guichet unique qui permet d'accompagner la personne sur l'ensemble de son parcours technique, administratif, financier, juridique, je cherche une place, etc., etc. Mais nous sommes présents, oui, je pense à un endroit sur le département de la Haute-Loire, nos aides-soignantes sont présentes à la maison France Service. On parle beaucoup de numérisation. La clé d'entrée en fait de ces 2 maisons, les gens font comment? Ils téléphonent, ils ont un rendez-vous, est-ce que ça passe par une plateforme avec un mail ou est-ce que... Voilà, là, les plateformes, là, on n'aime pas ça. Voilà, donc est-ce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus Mais simple? je crois que, en Haute-Loire ou ailleurs, et d'ailleurs beaucoup de départements vous le disent, mais même nous les premiers, parce que nous sommes nous aussi des usagers, nous voulons avoir un accueil humanisé. Cocher 1, cocher 2, cocher 3, ça va 5 minutes, mais stop. Un accueil humanisé. Dans quel service que ce soit. Alors, d'autant plus si on a affaire à des personnes âgées ou en situation de handicap, ou encore qui sont en difficulté, comme nos bénéficiaires du RSA. Un accueil humanisé, c'est tellement précieux. Et donc, dans notre maison départementale de l'autonomie, c'est un téléphone qui répond. Ou encore, c'est je me présente à la maison de l'autonomie, bonjour, Madame Petit, ouais, je voudrais voir, parce que, pas de souci. Ah. Il faut de l'accueil. C'est la clé. Oui, mais vous savez, sur l'inclusion numérique, on l'a bien vu, quand les conseillers numériques sont arrivés dans les Comcom, d'ailleurs, tous les présidents de Comcom et les maires sont en train de se faire du souci pour savoir comment le système va pouvoir perdurer. Est-ce que l'État sera toujours au rendez-vous pour financer monsieur conseiller numérique? Les collectivités départementales que nous sommes sont, elles aussi, au rendez-vous de cette inclusion numérique. Nous y sommes d'abord envers nos agents, parce que nous pensons que c'est là aussi une clé d'entrée de l'attractivité dans nos métiers, dans nos missions, mais nous y sommes aussi, notamment auprès de nos personnes âgées et de nos personnes en situation de handicap, parce que nous avons bien dit que le tout numérique, le tout dématérialisé, certainement pas. Surtout pour ces profils de personnes-là, notamment les personnes âgées. Ça concerne aussi les jeunes très souvent, parce qu'ils savent très bien s'occuper de leur portable ou des réseaux sociaux, mais la démarche administrative... Mais vous avez 1000 fois raison. On pourrait penser que les jeunes, tous sur TikTok, Instagram, mais vous leur mettez un tableau Excel ou un courrier de demande un peu plus peut-être complexe ou compliqué. Oui, oui, ils ont besoin, eux aussi, d'un accompagnement, tout à fait. Hier, on était en déplacement dans le Rhône et il y a une maison France Service qui est allée faire une permanence dans les lycées.
directement pour pouvoir apprendre aux jeunes à faire quelques démarches. Je vous partage la bonne pratique, parce qu'on a trouvé que c'était vraiment intéressant. Et puis voilà, ils apprenaient comment j'ouvre un compte Amélie, comment je fais une demande de carte d'identité. Oui. D'ailleurs, on pourrait en parler de ces demandes un peu administratives, des titres sécurisés que peuvent être les cartes d'identité, les passeports, les cartes grises. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les usagers? Souvent, ça bug. Donc, il faut se reconnecter et puis recommencer. Et puis on ne le fait pas. Et puis, on s'aperçoit, tiens, comme pourrait dire Madame le maire de la Chapelle Jeunesse, là, sur mon canton, je me suis aperçue que 60% de mes administrés avaient leur carte d'identité qui n'était plus valable. Et le jour où il y a une demande un peu plus particulière, qu'est-ce qui se passe? Parce que là aussi, la carte d'identité, où avant j'allais voir, ah, monsieur le maire, faudra un peu un papier, tiens, pour faire ma carte d'identité. Ah ben non, ça se fait plus chez nous. Dorénavant, vous allez faire 30 km, mais attention, il faudra d'abord prendre rendez-vous, etc. Bon, franchement, on a quand même compliqué. Donc c'est pas étonnant que ce soit une espèce de repoussoir pour les usagers. Donc, nous avons intérêt à regarder comment faire pour aller vers, avec de la simplicité, avec de l'humanisation dans l'accueil et dans le service apporté. Chers collègues, vous avez des questions? Micro, c'est pour la... J'ai habité 20 ans Masclo d'Arlande. Donc vous imaginez. La route de Masclo à Arlande, avec mon ami Enjolras ou autre, je l'ai déneigé. Même un peu de neige, oui. Même côté un peu de neige. Non, ce que vous dites là aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, il y avait encore des gens qui se rendaient service dans nos campagnes. On était capable, quand Denis Higon disait « Oh Jean-Luc, il faut que tu m'emmènes à l'hôpital du Puy », je prenais ma voiture puis je l'emmenais. Aujourd'hui, c'est fini. Dans nos campagnes, c'est fini. Tu dois le voir, Nadège aussi en Bretagne. Alors qu'à cette époque-là, on était toujours prêt à rendre service à quelqu'un. Donc aujourd'hui, je crois que je reviens sur une question qui est importante, enfin du moins une interrogation de votre part, je pense qu'en pensent mes collègues. Notamment, moi, je viens de travailler 3 jours sur les gens du voyage, où j'ai déjeuné avec le préfet à l'oncle à midi, où je pense quand même qu'il va sortir un projet. C'est la responsabilité du préfet, quoi. Et puis le pouvoir du préfet, y compris dans les gens du voyage. On est tous d'accord pour dire qu'il faut donner des responsabilités du pouvoir au préfet. Parce que nous, les maires, dans nos petits territoires, maintenant, moi, je suis dans une petite commune, dans le Loir-et-Cher. Donc, vous voyez, le Loir-et-Cher, c'est comme la Haute-Loire. Hein. C'est 300 000 habitants. Hein. Les préfets ne prennent pas leurs responsabilités. Et puis, on a affaire aux gens du voyage. Genre, la Haute-Loire, les gens du voyage, la neige, vous devez être à peu près tranquille. L'hiver, vous n'en avez pas de trop. Mais nous, dans nos départements, je ne sais pas en Bretagne, chez toi, Nadège, mais nous, on a ce qu'il faut. Hein. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est important, c'est le pouvoir du préfet. On le ressent dans le cadre des gens du voyage. Là, tout le monde l'a dit, les gens du voyage, c'est important. Et puis, sur le guichet unique, moi, ce que j'ai envie de dire à la présidente et à tous les services administratifs d'ici, là, et Nadège, c'est que guichet unique, oui, mais il faut un sacré personnel compétent. Hein. Parce que guichet unique dans nos petites campagnes, c'est une personne, c'est 2. Il faut une compétence très importante. Et ces compétences-là, on ne les a pas forcément dans nos campagnes. Ces salariés-là ne sont pas bien souvent assez payés, parce qu'on leur demande beaucoup de choses, y compris des fois d'être cadre C, d'être une employée cadre C dans un guichet unique, quand on voit les compétences qu'il faut. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts à ce niveau-là. Mais qui va pouvoir financer tout ça, quoi? Mais d'ailleurs, dans ces guichets uniques, on parlait Micro. Il peut y avoir le guichet unique, mais il peut y avoir aussi celui qui, en coulisses, va aller chercher le professionnel qui a l'expertise, qui a l'information et qui a la formation. Hein. Ce n'est pas une seule et même personne. Nous, on voit bien d'ailleurs, avec nos assistantes sociales dans les maisons départementales des solidarités, que leur demandent les usagers. J'y comprends rien, là, j'ai reçu ma déclaration d'impôt. Vous ne pourriez pas me faire ma déclaration d'impôt, s'il vous plaît? Ça pose la question de la responsabilité que prennent nos agents, quels qu'ils soient, du département, de l'État, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller dans ma mission, d'accord? Je pense à autre chose aussi, tout à l'heure, quand vous parliez de l'inclusion numérique. Moi, je sais que dans le Rhône, ils ont des initiatives très intéressantes, mais même dans la Manche,
Je crois que dans la Manche, ils ont créé le arrobase service Manche, qui est vraiment très près des maisons France Service. Dans d'autres départements, il y a aussi toute cette dynamique avec les maisons France Service. En Haute-Loire, on a nous regardé comment cette inclusion numérique, on pouvait la mettre au service notamment de nos collégiens. On en a la compétence à travers la labellisation de notre médiathèque, la BNR, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque numérique rurale, qui, dans les collèges, rend vraiment service à tous ces gamins qui sont 10. Et des 10, nous en avons beaucoup, enfin, plusieurs profils. Et là, on voit de quelle manière, avec des outils qui ont été créés, je pense à Sondo, etc., cette inclusion numérique permet d'apporter ce service, notamment sur cette problématique de santé auprès des 10. Quand je parle de la santé, tout à l'heure, on évoquait effectivement cette problématique de la santé, avec par exemple la fermeture des urgences, la fermeture d'un nombre de lits dans une EHPAD, etc. Attention, parce que quand vous avez fermeture des urgences, quand vous avez de la carence ambulancière, l'impact, il est en direct sur nos pompiers. Et du coup, nos pompiers se voient en train d'effectuer des missions qui ne sont pas les leurs. Ça peut être complètement repoussant pour cette mission, pour cet engagement, notamment en tant que pompier volontaire. Donc attention, attention de ne pas déséquilibrer des missions qui sont déjà existantes parce que quelque part, on aurait cette problématique de santé avec fermeture des urgences, avec les carences ambulancières, etc. etc. Dans des départements, c'est énorme. Hein. Je pense notamment au département de l'Ain. Je crois qu'ils ont 13 000 carences ambulancières par an, presque autant ce que nous avons, nous, en Haute-Loire, en sortie de pompiers par an. Donc c'est important. Donc attention. Micro. Aussi, pour comparer, c'est que c'est un département très industrialisé là, par rapport à la Haute-Loire, non? Oui. Mais n'empêche que si vous commencez à mettre le doigt en disant on répond à l'activité parce qu'il y a une carence ambulancière, ça fait de l'activité pour nos pompiers volontaires. Ça pourrait demain aiguiser d'autant plus des arguments au niveau de la Commission européenne pour faire ressortir que le sapeur-pompier volontaire est bien un professionnel. Et là, il y a débat. Et attention de ne pas scier la branche sur laquelle sont assis nos sapeurs-pompiers volontaires en allant jusque sur ce point-là. Il y a des abandons, en fait, de postes sur les sapeurs-pompiers. En fait, ils renoncent à leur mission si leur principale mission, on a la problématique dans le centre Finistère où des urgences sont fermées depuis presque 2 ans, en voie de réouverture, mais probablement à la fin de l'année. En fait, il n'y a pas un mois où il n'y a pas un certain nombre de sapeurs-pompiers qui arrêtent parce que leur mission principale devient le fait d'aller emmener un tel ou un tel à l'hôpital qui est à, tout à fait 1h30 ou à 45 minutes, voilà, selon merci Madame la rapporteure d'insister là-dessus, parce qu'effectivement, c'est repoussant pour le pompier volontaire, parce qu'il n'est plus dans sa mission. Et pourtant, hein, le pompier, c'est bien le service public. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est le dernier service public, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, qui fait du 90% de secours à la personne. Madame la Présidente, quelle coordination avec les régions, quelle coordination entre les départements à l'échelle nationale? Parce que vous parlez de cohésion territoriale, vous avez bien raison, mais comment on fait pour coordonner tout ça? C'est une bonne question. Dire quand même que cette loi NOTRe ne nous a pas aidés. Avec cette réforme territoriale, alors ce découpage des cantons, qui fait qu'aujourd'hui, les cantons, c'est juste une entité administrative, et c'est tout. Le découpage de ces grandes régions qui font qu'aujourd'hui, on a des régions qui sont immenses, dans lesquelles personne ne se retrouve.
Le découpage de ces compétences qui fait que, par exemple, ce sont les régions qui ont récupéré l'économie quand nous, les départements, nous ne l'avons plus. Ridicule. Ridicule. Si vous voulez bosser un temps soit peu sur de la proximité, ça serait quand même intéressant que les départements aient pu conserver cette compétence économie. Les régions ont récupéré les transports. Alors là, mes amis, on s'éloigne de la proximité. Quand vous aviez avant cette belle articulation département AO1, AO2 avec la Comcom, avec la commune, pour savoir exactement où on allait aller ramasser, où allait passer le ramassage scolaire pour le collégien ou pour le primaire, aujourd'hui, vu de la région, ça fait loin. La planète d'entre la région et le petit village de 5 habitants où il y a un collégien qu'il faut aller ramasser tous les matins, ça fait un peu loin. Et je trouve que, du coup, il n'y a pas forcément ces relations, puisque chacun, région, département, est dans sa collectivité. Quand je vous dis ça, on pourrait penser à cette idée qu'on a peut-être pu entendre il y a quelque temps, de, bah, tiens, on pourrait peut-être apporter un peu de simplification avec le conseiller territorial, par exemple. Conseiller territorial, il y a 10 ans, quand nous étions avec ces petites régions, comme nous par exemple avec l'ancienne région Auvergne, avec ces 4 départements, oui, ok. Le conseiller territorial, ça pouvait avoir du sens. Un conseiller territorial dans ces immenses régions, je crains qu'on aille y perdre notre âme et notre esprit. Donc oui, il n'y a pas tellement de relations. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme relation entre une région et un département? Un contrat de plan État-région dans lequel les départements n'ont pas grand-chose à dire, sauf les présidents de région qui veulent bien consulter et inviter les présidents de département. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu de la part de mes collègues présidents de département. Ils ne sont pas invités dans le cadre des... Enfin, ils ne sont pas autour de la table dans le cadre des contrats de plan État-région. Ce qui peut me permettre aussi de dire que arrêtons aussi peut-être d'avoir toujours, notamment du côté de l'État, ces appels à projets, ces appels à manifestation d'intérêt. Je dis souvent la carotte qui fait avancer l'âne. Il faut bien regarder après quoi on avance, quoi, hein. Là, tout de suite, vous avez l'État qui est en train de proposer le contrat local des solidarités, hein, en disant sur l'autonomie, sur l'insertion, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, voilà ce qu'il faudrait faire, Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les Présidents de département. Je suis désolée. Nous y sommes déjà, les départements, dans ces thématiques de l'insertion, de la pauvreté, de l'autonomie. On n'a pas besoin de contrat local des solidarités. Nous sommes déjà au rendez-vous. En plus, ça nous coûterait je ne sais combien de milliers d'euros de plus. Donc, certainement pas question. Mais oui, reste effectivement cette problématique région, département. Voilà, je crois que ça serait peut-être de regarder du côté de l'État comment envisager peut-être pas une meilleure relation, parce que les relations, souvent elles sont bonnes, enfin nous, Auvergne-Rhône-Alpes, les relations sont très bonnes, mais c'est plus dans le contenu des affaires qui fait que chacun est dans son couloir, parce que les compétences des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, donc chacun travaille dans son couloir. Mais vous savez, vous pourriez rajouter aussi quid des métropoles, quid des agglos, et vous y rajoutez par-dessus les parcs naturels régionaux et les PETR et les pays et les... Enfin, voilà, quoi. Voilà, moi, je crois qu'il faut qu'on regarde le plus possible en proximité les uns et les autres, que nous appelions départements, État ou autres acteurs, comment nous pouvons rendre service et répondre à l'usager qui est là sur place. Voilà. Merci beaucoup. Mais écoutez, merci à vous, on a passé un bon moment.